Ah, vous savez, on est qui, sinon? Non. Moi, je me suis préparé. Donc, les éléments qu'on va voir, en fait, sur la vie privée, on va regarder vite les définitions, le pourquoi la vie privée. Qui en abuse, comment, pourquoi. Est-ce que vous êtes des victimes, oui ou non? Est-ce qu'on l'est tous ou pas? Comment on fait pour se protéger? Donc, on va avoir plusieurs outils que je vais vous montrer, que vous allez pouvoir installer ceux qui ont leur laptop, je suis désolé. Puis on va finir avec, dans le fond, les saines habitudes de vie en ligne ou les habitudes de vie ultra paranoïaques. Comment on peut rendre ça extrême. Si reste temps, on pourra parler de ce sujet. Ouais, le bon slide. Tu s'en vas? C'est la définition de l'OQLF. C'est l'ensemble qui définit la vie privée, c'est l'ensemble des phénomènes qui sont personnels tant sur le plan physique que mental. C'est assez générique, mais il y a celle de Wikipédia qui est un peu plus fun, qui est la vie privée est la capacité pour une personne ou un groupe de personnes de s'isoler afin de se recentrer sur la vie privée et de protéger ses intérêts. Donc, la vie privée peut avoir s'apparenter à l'anonymat et à la volonté de rester hors de la vie publique. Ça, c'est la partie plate. Ça, c'est la partie plate. Pourquoi cette conférence? Il y a eu Wikileaks. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. Tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde sait quoi. Sinon, il y a eu l'affaire avec Snowden qui a releasé beaucoup de documents de la NSA. Puis ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça, c'est vraiment dur que tu n'as pas entendu parler. Sinon, il y a Google Analytics qui est la plateforme la plus utilisée pour faire de l'analytics. Je pense qu'on va faire comme 58% des 10 000 plus gros sites web au monde qui utilisent ça. Vraiment, ça met des cookies sur le site web, puis après ça te suit ton type de navigation sur Internet, puis après ça, tu regardes profiler, puis de sortir des statistiques pour les owners de site web, probablement pour Google aussi. Le tracking, c'est ça, tout ce qui te suit sur Internet. Sinon, pour toutes les fausses publicités, les concours, puis les jeux. On va le montrer plus loin. Ouais. Ça, c'est une image en fait, que j'ai vue un matin, que je l'ai rajoutée à la présentation. Je la trouvais drôle. Je ne sais pas si vous voyez tout le texte. Ouais, je peux lire ce qu'il dit. It used to be that if you worried about unseen forces, you were considered paranoid. Now you're a security expert. Yeah. Avant, dans le fond, avant que Snowden release tous les documents, on savait que peut-être que le gouvernement ou certaines forces existaient et pourraient peut-être nous espionner. Là, maintenant, on le sait, puis c'est vrai. Donc, c'est un peu ça le concept. Donc, selon vous, pourquoi on a besoin de la vie privée? Avez-vous le besoin de la vie privée sur Internet pour vous ou vous en foutez quand même? Ça vous répondre. Ouais. Ça dépend? Ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu veux voir. Y aurait-tu, dans le fond, le concept, c'est-tu que si moi je ne travaille pas en informatique, j'ai rien de confidentiel, c'est pas grave si je donne toutes mes infos sur le web? Oui, non? Et finalement, c'est ça. Avez-vous quelque chose à cacher sur Internet? Dans le fond, si la vie privée n'est pas protégée, mais on peut, disons, un employeur qui pourrait considérer que ce que tu as fait n'est peut-être pas vraiment grave, mais que lui, ça le dérange, mais ça pourrait, s'il réussit à le trouver, ça pourrait venir contre toi. Il y a plein de choses qui peuvent venir contre toi, ou juste pour les assurances. Si les assurances savent tout sur ta vie, mais là, ça pourrait faire en sorte que tu ne sois pas assuré. Si vous êtes blessé au travail ou quelque chose, puis vous avez un congé d'assurance ou CSST et autres pendant, mettons, un mois, puis pendant ce mois-là, votre Facebook est public, puis la compagnie voit que vous n'êtes pas blessé, mais vous êtes sur des plages au Mexique. Tu es allé faire un concours d'homme fort. Oui. N'importe. C'est le genre de truc qui peut toucher vraiment n'importe qui dans la population. Au final, même si selon vous, vous n'avez rien à cacher et autres, dans la vie privée, c'est quand même important. Dans ton exemple, il y avait quand même un peu de quoi à cacher.
est quand même en train de passer son système. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas parce que t'as rien à cacher non plus que tu peux pas être utile. Tu sais, si j'ai rien à cacher, ben c'est pas grave. Si quelqu'un voit ma carte de crédit, ben peut-être que pour toi c'est pas grave, mais tu sais, si tu te ramasses à payer les billes de quelqu'un d'autre, ça va devenir. Le vol d'identité. Tout à fait, mais au minimum, vous faites juste naviguer sur Internet. Vous voulez vous acheter une paire de souliers, faites une recherche. Juste ça. Avez-vous besoin de penser à la vie privée? Oui. Pourquoi? Parce que c'est moi, c'est privé à moi, c'est juste moi qui fais ma recherche. Que Google suive ça, moi je veux rien savoir de ça. Les publicités deviennent ciblées. Qu'est-ce que tu fais comme Ouais. recherche? On va voir ça après, c'est super drôle. Ça. Je pense que Je deviendrais payant. je pense que tu voulais dire quelque chose. Je ne pas Google, il faudrait qu'il devienne payant. Sinon, Ouais, il faudrait que les services soient payants. Comme Facebook. Oui, ça, parce que dans le fond, même si toi, ça ne t'influence pas directement, il y a des compagnies qui peuvent, mettons, prendre ces informations-là sur toi, faire un profil, vendre ce profil-là à d'autres compagnies. Fait que eux font de l'argent, même si toi, tu n'as rien nécessairement fait de mal ou tu n'as rien caché. Exact. Tu fais comme vendre sans t'en rendre compte un peu. Souvent, quand il y a des services gratuits, souvent c'est toi le produit. C'est ça. C'est ça que On a tout le temps, c'est là. Moi, j'aurais juste rajouté peut-être avec les téléphones, là, iPhone, Android et tout, la géolocalisation, ça permet Ça, à n'importe qui de savoir où tu es à n'importe quel moment et puis, je sais pas, des fois, peut-être que tu as envie de faire des trucs sans que les autres savent. Mais parlant de ça, c'est Google il offre la possibilité de voir où est-ce qu'ils t'ont traqué. Là. Fait que là, tu peux aller voir, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Ouais, history, comment ça dit? c'est slash history, je pense, sur Google. Fait que tu es capable de voir exactement. Ah, ben oui, c'est vrai, je t'ai travaillé. Là, ils m'ont vu aller à telle place. Mais ce qui est cool de cette fonction-là, c'est que même si vous la mettez à off, ils ne vous le diront pas, mais ils sont capables de le voir pareil. Tellement plus, mais ils ont l'info pareil. Ça a été démontré par certains chercheurs. Ça va-tu laguer ou tu veux aller chercher mon laptop? Ah non, ça va. On montrait un petit bout de micro. Est-ce qu'il y en a qui ont vu cette présentation-là? C'est C'est la meilleure présentation sur la vie privée, dans le fond. On va le mettre à 10 minutes. On va le mettre dans le milieu à peu près, mais le meilleur bout, il est à environ à 13 minutes. Oh, maybe On va that's commencer true. un petit peu avant. Many countries buy, not all of them. But let's take an example. Let's take, for example, Sweden. I'm speaking Sweden because Sweden has a little bit similar law to the United States. When your data traffic goes through Sweden, their intelligence agency has a legal right by the law to intercept that traffic. All right, how many Swedish decision makers and politicians and business leaders use every day US-based services, like, run Windows or OS X, or use Facebook or LinkedIn, or store their data in clouds like iCloud or SkyDrive or Dropbox, or maybe use online services like Amazon Web Services or Salesforce? And the answer is every single Swedish business leader does that every single day. And then we turn it around. How many American leaders use Swedish webmails and cloud services? And the answer is 0. So this is not balanced. It's not balanced by any means, not even close. And when we do have the occasional European success story, even those then typically end up being sold to the United States. Like Skype used to be secure. It used to be end-to-end encrypted. Then it was sold to the United States. Today, it no longer is secure. So once again, we take something which is secure, and then we make it less secure on purpose, making all of us less secure as an outcome. And then the argument that the United States is only fighting terrorists. It's the war on terror. You shouldn't worry about it. Well, it's not the war on terror. Yes, part of it is war on terror. And yes, there are terrorists, and they do kill and maim, and we should fight them. But we know through these leaks that they've used the same techniques to listen to phone calls of European leaders, to tap the email of presidents of Mexico and Brazil, to read email traffic inside United Nations headquarters and EU Parliament. And I don't think they're trying to find terrorists from inside EU Parliament, right? It's not the war on terror. Part of it might be. And there are terrorists, but are we really thinking about terrorists as such an existential threat that we're willing to do anything at all to fight them? Are the Americans ready to throw away
the Constitution and throw it into trash just because there are terrorists. And the same thing with the Bill of Rights and all the amendments and the Universal Declaration of Human Rights and the EU conventions on human rights and fundamental freedoms and the press freedom. Do we really think terrorism is such an existential threat we're ready to do anything at all? But people are cared about terrorists. And then they think that maybe that surveillance is okay because, they have nothing to hide. Feel free to survey me if that helps. And whoever tells you that they have nothing to hide simply haven't thought about this long enough. Because we have this thing called privacy. And if you really think that you have nothing to hide, please make sure that's the first thing you tell me, because then I know that I should not trust you with any secrets, because obviously you can't keep a secret. But people are brutally honest with the internet. And when these leaks started, many people were asking me about this. And I have nothing to hide. I'm not doing anything bad or anything illegal. Yet, I have nothing that I would in particular like to share with an intelligence agency, especially a foreign intelligence agency. And if we indeed need a big brother, I would much rather have a domestic big brother than a foreign big brother. And when the leaks started, the very first thing I tweeted about this was a comment about how, when you've been using search engines, you've been potentially leaking all that to US intelligence. And 2 minutes later, I got a reply by somebody called Kimberly from the United States challenging me. Like, why am I worried about this? Like, what am I sending to worry about this? Am I sending naked pictures or something? And my answer to Kimberly was that what I'm sending is none of your business. And it should be none of your government's business either. Because that's what it's about. It's about privacy. Privacy is non-negotiable. It should be built in to all the systems we use. And one thing we should all understand is that we are brutally honest with search engines. You show me your search history, and I'll find something incriminating or something embarrassing there in 5 minutes. We are more honest with search engines than we are with our families. Search engines know more about you than your family members know about you. And this is all the kind of information we're giving away. We're giving away to the United States. And surveillance changes history. We know this through examples of corrupt presidents like Nixon. Imagine if he would have had the kind of surveillance tools that are available today. And let me actually quote the president of Brazil, Ms. Dilma Rousseff. She was one of the targets of NSA surveillance. Her email was read, and she spoke at United Nations headquarters, and she said, if there's no right to privacy, there can be no true freedom of expression and opinion, and therefore there can be no effective democracy. That's what it's about. Privacy is the building block of our democracies. And to quote a fellow security researcher, Marcus Ranum, he said that the United States is right now treating the internet as it would be treating one of its colonies. So we're back to the age of colonization. And we, the foreign users of the internet, we should think about Americans as our masters. So Mr. Snowden, he's been blamed for many things. Some are blaming him for causing problems to the US cloud industry and software companies with these revelations. And blaming Snowden for causing problems to the US cloud industry would be the equivalent of blaming Al Gore for causing global warming. So, what is there to be done? Should we worry? No, we shouldn't worry. We should be angry, because this is wrong, and it's rude, and it should not be done. But that's not going to really change the situation. What's going to change the situation for the rest of the world is to try to steer away from systems built in the United States. And that's
Much easier said than done. How do you do that? A single country, any single country in Europe cannot replace and build replacements for the US-made operating systems and cloud services. But maybe you don't have to do it alone. Maybe you can do it together with other countries. And the solution is open source. By building together open, free, secure systems, we can go around such surveillance. And then one country doesn't have to solve the problem by itself. It only has to solve one little problem. And to quote a fellow security researcher, Haron Mer, one country only has to make a small wave. But those small waves together become a tide. And the tide will lift all the boats up at the same time. And the tide we will build with secure, free, open source systems will become the tide that will lift all of us up and above the surveillance state. Thank you very much. T'as du blanc, ça. Ouais, je sais. Donc, c'est ça le concept que je voulais parler. En fait, la vie privée, c'est non négociable. Par défaut, peu importe ce que vous faites sur le web, vous avez le droit à la vie privée, puis c'est comme on disait avant, juste le fait d'utiliser un engin de recherche, vous envoyez vos habitudes de vie, ce que vous pensez, ce que vous cherchez, ce que vous voulez faire, tout aux États-Unis, principalement comme je viens d'expliquer. Donc, qui en abuse? Tout ce qui est analytics, principalement Google Analytics, le marketing sur Internet, évidemment, les méchants pirates, gouvernement, espionnage, autres que vous pouvez penser. Puis pourquoi vous êtes une cible? Bien, principalement pour faire de l'intelligence d'affaires, militaire, espionnage, marketing, tout va avec. Principalement, c'est quand même compliqué à réaliser en termes de grand nombre de données, mais ça reste simple au niveau que c'est principalement de la corrélation et des statistiques basées sur vos logs, vos cookies, ce que vous faites en termes de trafic réseau. Un des exemples, puis ça m'arrive régulièrement malheureusement, c'est que quand je magasinais, je ne sais plus trop quoi, comme je disais tantôt, mettons une paire de souliers, tu refresh ta page Facebook, puis tu as la paire de souliers dans la pub qui est là. Ça, c'est deux sites différents, voire trois, parce que tu as le magasin, tu as Google et tu as Facebook. Les trois se relient l'information juste via les cookies de Google. Ou vous utilisez AdBlock Plus. Puis, celle-là est quand même drôle, dans le sens que dans les publicités, il y a plusieurs années, il n'était aucunement intéressant vers quelle activité qu'on faisait en ligne. Fait qu'on chialait là-dessus, mais à cette heure, ils sont tellement ciblés qu'on pense qu'ils nous espionnent, donc c'est rendu un peu creepy. Donc, ça, c'est une des requêtes, en fait, avec les cookies de Google, qu'on voit le UTMA, TMC, TMZ, etc. Par défaut, c'est toujours ce type de cookie-là que vous pouvez voir. Peu importe le site que vous allez visiter, s'il y a Google Analytics dessus, ces cookies-là vont apparaître. Donc, le UTMA, c'est un identifiant qui va aller dire qui vous êtes en termes de visiteurs du site web. Le UTMB qui est la session. Quand est-ce que vous quittez le site web? On peut mettre ce qu'on veut dans un custom ici, qui est une segmentation de l'utilisateur. On va essayer de ne pas être trop long dessus, mais la manière que c'est défini, principalement pour les TMA, c'est que le domaine, ID du visiteur, si c'est sa première visite, les sessions d'avant, quel était le numéro pour faire un tracking dans le temps, la session suivante, présente, puis le numéro de la session en cours. Donc, avec ça, on est capable d'avoir énormément d'informations. TMB et C vont identifier les sessions, puis c'est principalement des matchs, pas des matchs, mais des hashes de domaine. UTMV, comme j'ai dit, c'est pour les variables qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Fait que si vous voulez mettre une variable quelconque pour diffuser sur le browser, il y a moyen de le faire. Le Z avec le timestamp, le domaine, la session encore, le numéro de la campagne. Parce que dans Google Analytics, il y a le concept de faire une campagne de pub
pour faire de l'argent avec les AdWords et autres. Puis à partir de là, ce qu'on peut avoir, c'est qu'on dit telle campagne est reliée à telle pub, puis les clics qu'on reçoit de ça vont être reliés à ce numéro de campagne-là. Fait qu'on est capable de savoir que si on a mis des pubs juste en Chine, mais il y a quelqu'un qui achète au Canada, on sait que dans son tracking web, il est allé visiter des sites en Chine. On est capable vraiment d'avoir un tracking. Ouais, tu peux passer. Oui. Mais en fait, ça, c'était l'ancien Google Analytics, super compliqué. Ça a été remplacé juste par cette variable-là, qui va contenir les versions, toutes les sessions number dans une variable, le ID, puis un timestamp. Si vous utilisez le incognito mode ou le private, vous allez pouvoir en fait être traqué pendant le temps que vous êtes sur la visite du site web, mais quand vous fermez l'incognito ou le browser, ben, vous allez disparaître dans le fond du tracking. Ça sera pour par la suite. Pourquoi on parle du Google Analytics? Ben, c'est principalement pour une de ces slides-là qui était dans les leaks de Snowden, qui dit qu'ils sont capables de traquer des pirates informatiques avec les Google Pref IDs, dans le fond, les cookies reliés aux préférences de Google. Donc, comme je viens de dire, traquer un utilisateur sur un site, c'est une des possibilités qu'il peut le faire. Mais si vous possédez plusieurs sites, vous êtes une grosse entreprise, vous avez des sites un peu partout à travers la planète, des sous-compagnies et autres, mais imaginez jusqu'où vous pouvez traquer le monde sur le web. Si vous êtes dans le top 10 000 des sites web, vous avez une influence énorme comme ça. Tu peux revenir comme ça. OK, c'est bon. Good. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cet outil-là? Hein? Cool. Tous ceux qui ont des laptops, vous pouvez tout aller sur le site. Le Wi-Fi est écrit ici en haut. Le concept du site web, puis le concept du tracking, en fait, c'est d'essayer de savoir le plus possible si vous, en tant qu'individu ou votre browser, en fait, est unique. Plus que vous êtes unique, plus qu'on est capable de vous traquer et de savoir que oui, tu es bel et bien la bonne personne qui a visité mon site web la fois d'avant. Eux, dans le fond, ils ont construit un système d'entropie. Ils définissent que pour identifier quelqu'un, les stats datent de 2007, ça prend 32 bits d'information. Il y a des formules mathématiques. Tout ça est basé, en fait, sur les informations suivantes. Donc, le user agent de votre browser, dépendant du browser que vous avez, si vous êtes en Windows, Linux, OS X, peu importe, le user agent va changer. La version de votre browser, ça va changer. Donc, il y a moyen de prendre cette information-là quand vous visitez un site, puis de définir sur tous les utilisateurs qui sont venus précédemment, est-ce que, oui ou non, vous avez le même user agent que quelqu'un d'autre. Si non, ben vous êtes unique. Si oui, vous vous basez sur un des autres éléments. Un des autres, c'est les variables dans les headers. C'est transmis, dans le fond, par les requêtes HTTP. Est-ce que les cookies sont activés? Ben, ça, c'est une chance sur deux, donc le bit d'entropie est plus ou moins valide. La résolution de votre écran. Donc, si vous avez acheté un écran à, je ne sais pas, à 5000$ qui a une méga résolution, bien, vous êtes quand même considéré dans les personnes uniques parce que ce n'est pas un écran qui est très utilisé. Le time zone, les plugins dans votre browser. Donc, dépendant du nombre de plugins que vous avez installés, il y a moyen de savoir les versions de ceux-ci, etc. Et le plus important, en fait, c'est les system fonts. Sur votre ordinateur, vous avez des fonts pour générer, dans le fond, les textes à l'écran. Mais si vous avez, peu importe la version de OS que vous avez, des fois, vous allez installer un logiciel, puis lui va ajouter un font. Ou vous faites du Photoshop, vous avez des fonts de plus, etc. Puis, basé sur une certaine requête, il y a moyen de savoir toutes les fonts installées sur votre ordi. Puis, généralement, celle-là va énormément donner une valeur unique à votre browser. Puis, il y a un test aussi pour des super cookies que je sais plus ou moins c'est quoi. Donc, basé sur tout ça, si vous allez sur le site web, vous pouvez faire Test Me, puis vous allez voir un score. Est-ce qu'il y en a qui ont des super scores? Combien? 22 d'informations sur quel? Puis c'est 1 sur combien au long de la page? En fait, plus unique.
Ah, t'es unique. Et voilà, unique. D'autres? Dans le fond, c'est un avantage d'avoir Windows. Ben oui, mais en même temps, comme je dis, juste avec les fonts, généralement, si vous checkez votre page, il va dire que vous êtes unique avec un chiffre, puis le chiffre, ça va être celui des fonts. Généralement, c'est celui-là. Mais c'est ça, même sur Windows, tu vas avoir des fonts différents dépendant des applications que tu utilises. Si tu as le malheur d'installer un Photoshop ou autre, tu vas avoir des fonts différents de presque tout le monde. Donc, ça, c'est un des tests que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas uniques? Alors que non. Cool. Ben, cool, dans le mauvais sens. Est-ce qu'il y en a qui connaissent EverCookie? T'as déjà entendu parler de ça? Non? Ça, c'est magique. Tantôt, je disais que Google Analytics, c'est quand même dangereux, on peut traquer le monde, etc., blablabla. Mais EverCookie, c'est 10 fois pire. C'est fait par Sammy. Sammy, c'est le gars qui a créé le Sammy Worm, qui était super populaire, c'est sur MySpace. Le gars s'est ramassé en prison, il est sorti, puis il a continué à faire des trucs super cool. En fait, EverCookie, c'est du JavaScript, c'est un petit script que tu installes au niveau serveur. Puis à partir de là, il va créer des cookies extrêmement persistants et permanents sur ton poste. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise, si tu fais la page suivante, oh, ça a brisé. Ouais. Comment je fais? Le site Analytics fonctionne pas avec Incognito. Je ne sais pas si je suis le seul, là, mais ça ne va pas aussi. Ça se peut que ça fasse ça. Hein. Si tu ne vas pas en Incognito, Ça va être avec un rapport Incognito, ça marche. OK. Ça doit être pas longtemps. Fait qu'à partir de là, je suis désolé, la table a brisé sur le web, là, mais ça, c'est toutes les techniques utilisées, dans le fond, par EverCookie. Tu vas avoir les cookies normales, les share objects de Flash, Silverlight, toutes les caching, les storing d'HTML5. Il y a une base de données SQLite aussi. Tu as des exploits Java, et tu as des machines virtuelles Java et autres. Fait que le concept, c'est qu'il va créer des cookies, une valeur dans chacun de ces choses-là. Puis quand vous allez revisiter le site web, même si vous avez cleané vos cookies et autres, s'il y a un de ces cookies-là qui survit, un des 13, je pense, il va réinitialiser toutes les autres. Mais ce qui est le fun de ça, c'est que ça ne peut pas être supprimé très facilement. C'est invisible quand vous visitez un site web, vous n'avez aucune idée que ça se crée par en arrière. Tu n'as aucune installation du nouveau client. Du côté serveur, tu as besoin d'activer du caching, le PHP, d'avoir des fichiers Flash installés, puis le script de EverCookie. C'est quand même très basique. C'est open source, c'est sur GitHub, vous pouvez le modifier, vous pouvez y envoyer des shows, des request features, ça. Puis, le concept, on va dire, ben, si tu vas dans ton browser, puis tu vas dire, ben, supprime les cookies, clear ta cache, ben, ça ne fonctionnera pas parce que même si tu supprimes les cookies normales, le LSO, le HTML5, tu vas avoir un cookie qui est une image, un PNG, tu vas avoir des historiques dans ton historique qui est capable d'aller fetcher des choses. Il va resetter tous les autres cookies. Donc, c'est pas si simple que ça. Avec le Flash, qui n'est pas un cookie techniquement, puis avec le Java Persistent Service, il est aussi capable de tout régénérer. Vas-y. Damn! Pourquoi ça a fait ça? Ça, c'est son ordinateur. Ouais. Mais si vous allez sur le site web en fait, de EverCookie, vous allez voir le code en bas de la page, qui n'est pas plus long que ça. C'est environ 10 lignes de code, puis ça génère tout ce que je viens de dire. Et la seule protection qui existe pour ne pas se faire injecter, c'est le Private Mode de Safari. Tous les autres browsers, l'injection des cookies va fonctionner. Encore mieux, tu vas. Même pas ça. Ah. D'accord. Pourquoi on ferait ça, en fait? Pourquoi on utiliserait EverCookie? Bien, comme vous venez de voir, si tu y vas, bien, principalement, c'est pour faire de l'argent, faire bien de l'argent, faire beaucoup d'argent. Lâche pas. Ah, faire vraiment de l'argent. Puis, du profit, quand même. OK, go. Donc, est-ce que vous êtes une cible potentielle pour tout ça? Le marketing en ligne, faire pirater votre ordinateur, faire injecter des choses, vos informations personnelles? Ouais, je pense que oui. Des questions jusque-là?
Des choses que vous voulez dire, vous n'êtes pas content? Ouais, c'est ça. Utiliser Safari. Ouais. Juste Safari. Non, mais c'est sûr qu'il y a d'autres browsers non intéressants à utiliser, mettons, qui sont en ligne de commande. Super. Lynx. Lynx. Safari, ils ont d'autres faiblesses. Ben oui, c'est sûr, ils ont dit leur faiblesse. Fait que c'est. Ben là, ça, c'est plein d'autres protections que je vais parler. Fait que c'est sûr que si tu utilises Safari Straight, tu vas être protégé des cookies, mais pas de d'autres choses. Fait que dans le fond, on va tomber dans les protections qui vont amener à qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire avoir là-dessus. Mais ça reste que la meilleure option, c'est de ne pas utiliser de browser commercial. Presque. Donc, Ouais. Donc, pour se protéger de tout ça, une des premières choses, on va penser aux plugins, les add-ins dans les browsers. Dans Firefox et Chrome, c'est sûr qu'il y en a plus, puis c'est plus intéressant parce qu'on a comme un market. Le premier que tout le monde connaît, c'est le NoScript, qui va empêcher le JavaScript. Techniquement, ça va bloquer en partie l'Aver Cookie, mais pas tout parce qu'il y a du flash, etc. Tu as le block flash, là, ça commence à être moins pire. Il y a le site Disconnect Me, vous pouvez vous connecter dessus pour aller voir. C'est comme une application, un algo qui fait qu'il va empêcher le tracking. C'est la même chose, ça, c'est d'autres applications qui vont empêcher de se faire tracker ou qui vont vous le dire quand certains cookies se font activer et autres. Ils vont vous dire si c'est parfait ou non, mais c'est aidant. Tu as les cookies qui s'autodétruisent, donc c'est l'application qui détecte tous les cookies, puis quand vous leur partez du site web, il va les supprimer. HTTPS Everywhere, ça force tout site web à tomber en HTTPS, même s'il y a le HTTP d'enable dessus. Donc, vous allez être encrypté au minimum sur votre communication. End-to-end. Le dernier, c'est un logiciel qui est développé par EFF, qui est un organisme pour le Freedom of Speech aux États-Unis. Privacy Badger, qui fait un peu de tout ça ici, qui est intéressant si vous voulez aller le voir. Le plugin? Oui, c'est un plugin. Ça change d'être en HTTPS. Non, pour le cookie, non, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment juste que tu n'enverras pas de clear text sur Internet. C'est une bonne méthode de naviguer, disons. y a-t-il un plugin qui t'empêchait de voir que tu es unique? Parce qu'en installant tout ça, on devient de plus en plus unique, là, justement. Ben, tu deviens de moins en moins unique parce que tu n'as pas de script activé. OK. Fait qu'ils ne sont pas capables de fetcher certaines infos. Tu n'as pas le flash, fait que le cookie de flash ne fonctionnera pas. Fait que tu vas tomber avec moins d'unicité parce que la plupart du monde n'auront pas toutes ces options-là d'activer. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même, c'est plus qu'1 milliard de personnes sur Internet. C'est pas tout le monde qui ont Internet à 30 mégabits. Il y a l'Afrique qui rush un peu. Fait qu'il compte quand même dans la partie unicité. Donc, dans d'autres outils pour être anonyme, c'est sûr que tout le monde connaît Tor. Si on veut naviguer anonymement sur Internet, Tor, c'est bien. En même temps, il y a beaucoup d'articles qui démontrent les méthodes de faire pour trouver qui est en arrière d'un utilisateur de Tor. Puis même, j'en ai vu un, je pense que c'était hier, un article sur ça. C'est une recherche qui a été montrée dans une conférence puis qui montrait qu'il y avait moyen d'installer certains logiciels et autres sur des hidden services. Les hidden services, c'est des sites web à l'intérieur de Tor. Donc, c'est pas juste que vous passez à travers Tor pour être anonyme sur Internet, vous restez à l'intérieur de Tor. Fait qu'ils installent certains logiciels pour, un peu comme l'Avercookie, pour vous faire, mettons, ils vont installer un flash, puis le flash va faire une requête vers un site web sur Internet, puis ce site web-là log les IP. Fait que si, dans votre browser Tor, il y a le flash d'activer, vous allez sortir de Tor par à côté. Donc, pour contrer ça, au lieu d'installer juste l'application Tor sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le concept de Tails, qui est un OS complet, que 100% du trafic va être redirigé sur Tor. C'est impossible que le reste du trafic soit redirigé ailleurs. Il n'y aura pas de requête en dehors. C'est un freeze. Je ne sais pas si tu vas les voir. Oui. C'est une VM qui s'efface tout le temps. Fait qu'à chaque fois que vous repartez l'ordi, c'est vraiment clean. C'est l'OS qui est utilisé par la plupart des journalistes qui ont releasé les documents de Snowden et Wikileaks et autres. C'est quoi le Disponible en USB aussi. USB. En fait, ils te recommandent de ne pas utiliser ça en VMware ou en VirtualBox. Puis quand je l'ai essayé pour le fun, mais quand tu démarres la VM en VirtualBox,
puis que l'OS affiche, tu vas avoir un gros warning qui apparaît disant que le host de ta machine, lui, peut être retracé via certaines techniques. Fait que c'est vraiment que tu installes ça soit sur une clé USB puis que tu bootes dessus, un CD ou l'OS direct de ton ordinateur. Tu effaces tout le reste. Et avec ça, tu es peut-être à 95-99% sécuritaire. Ça, c'est un genre de Linux, c'est quoi? Oui, c'est basé sur un Linux, mais ils l'ont ordonné, il n'y a aucun service qui roule dessus. La seule chose, c'est quand tu démarres, il va se connecter à Tor automatique. Tu as les IP tables, les firewalls et tout qui empêchent de sortir de Tor. Oui? Logiquement, parce que Tor utilise des relais pour partir en proxy. Oui, exact. Mais quand c'est un cas comme ça, c'est gratuit que c'est plus être rapide parce que les personnes qui ouvrent les relais peuvent suivre la connexion qui ont. Donc, on passe tout ça. En fait, les relais, ils vont voir des IP qui arrivent, mais ils n'ont aucune idée c'est quoi le trafic qui est envoyé. Ils ne voient pas le trafic. Le premier relais va se connecter à un deuxième, puis lui à un troisième. Ils ont un système un peu comme un dictionnaire de tous les relais, mais ils ne les connaissent pas tous. Fait que certains relais en connaissent une partie. C'est comme au hasard, ils vont se connecter sur d'autres. Puis si tu veux être sécuritaire, c'est 3 minimum. Parce que tu peux le configurer pour y aller juste un, puis que ce soit plus rapide, sauf que c'est pas très pratique côté privacy. De cette manière-là, la première personne va juste s'initier, dans le fond, comme une connexion SSL. C'est pas du SSL, là, mais... Puis avec ça, ben, il n'a aucune idée de ce qui se passe après. Lui, il fait juste forwarder le trafic. Par exemple, le dernier relais, il a plus de possibilités de passer de parmi. Oui. C'est ça la différence. C'est que les relais de sortie de Tor, les exit nodes, il a été défini que c'est peut-être 50 à 60% sont contrôlés par la NSA, le FBI, etc. Mais s'ils veulent vous tracer, il faut soit qu'ils en possèdent beaucoup, puis qu'ils analysent, dans le fond, statistiquement, les requêtes qui sont envoyées pour définir que la requête qui a été faite sur tel site web vient vraiment de vous. Puis ça, il faut qu'ils analysent les routeurs principaux d'Internet qui ont accès pour le faire. Ça a été démontré que c'est possible, mais c'est plus sur papier. Ils ne l'ont jamais fait, mais ça peut être possible. L'autre chose, c'est que, comme je disais, à l'intérieur de Tor, dans les hidden services, il y a moyen de le faire aussi si tu mets plein d'éléments qui essayent de te faire sortir de Tor. Dans le fond, le gars qui roulait Silk Road, le market en ligne qui s'est fait cogner, qui c'est hier ou avant-hier, le jugement est tombé. Il est accusé à je ne sais pas de combien de chefs, mais il est à vie en prison finalement. Ben, c'est poche un peu dans le côté loi parce que le gars a juste mis un site en ligne, il n'a même pas trafiqué rien. Oui, tu sais qui la personne qui était de l'autre côté? C'est un gars du FBI, c'est lui ici, je te poursuis parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Ouais. Il y a un excellent article sur Wired. Oui, exact. C'est celle-là. Je pense qu'on l'a diffusé sur Facebook de FS. L'article est incroyable, je vais essayer de le retrouver. Dans le fond, le gars du FBI, illégalement, il a demandé il a comme dit qu'il était un contractor pour tuer du monde, fait que le gars voulait se débarrasser de d'autres markets et autres. L'argent qu'il demandait au gars, qui recevait en Bitcoin, il s'est mis dans ses poches à lui, pas dans les poches du FBI. Fait qu'il s'est fait pogner, je pense, un mois ou deux. Il a volé, je ne sais pas comment, de 100 000. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent C2P? C'est pas nouveau, mais c'est nouvellement populaire. C'est compliqué? Ouais, c'est chiant. C'est plus chiant, c'est plus cool. Ouais. Il est peut-être moins intuitif, mais il est de plus en plus populaire parce qu'il n'est pas populaire auprès du grand public. C'est comme Tor, mais ça fonctionne différemment. C'est pas en couche d'oignon, c'est un petit peu plus peer-to-peer, je crois. C'est beaucoup plus facile d'utiliser ça si vous voulez vous connecter à des services non HTTP, si vous voulez faire du IRC, XMPP, FTP et autres. Mais c'est comme il vient de dire, c'est un peu plus compliqué au début de se configurer comme il faut. Une autre chose, c'est tout ce qui est VPN, VPS. C'est sûr que si vous l'achetez avec votre carte de crédit, votre nom, c'est pas très anonyme. Mais c'est ça, il y a certaines personnes plus illégales qui vont utiliser ça ici avec Tor et avec ça. C'est presque impossible de le retracer. Yep. Si vous voulez discuter de manière anonyme, Pidgin avec OTR. OTR, est-ce que vous connaissez ça? C'est un plugin de chiffrement que sur votre autant Hangout, XMPP, Facebook, peu importe lesquels,
vous pouvez vous connecter. Si les deux personnes ont le protocole installé, il va échanger les clés puis être encrypté. Fait que dans Hangout, dans le fond, dans Google, si vous chattez avec ça, via Pidgin et OTR, vous allez dans votre Gmail, vous cliquez sur chat, vous allez juste voir du gribouillis décrit partout. Ouais. OTR, ça prend-tu GPG? C'est pas GPG ou PGP, c'est vraiment OTR. C'est c'est off the record. Ouais. Puis le seul désavantage, c'est que tu ne peux pas faire du multi-user. C'est un alpha. Ouais. Versus, mettons, le GPG, ça c'est le plugin pour Thunderbird, un email. Lui, s'il t'envoie un email à 50 personnes, tu as les 50 clés, il va envoyer 50 emails différents. Encore là, si vous utilisez Pidgin avec OTR plus Tor plus un VPN, ben, ça commence à être plus sécuritaire. On en a parlé tantôt. Mais on utilise de plus en plus les mobiles, donc il faut se protéger aussi sur vos cellulaires. Puis les virus et autres, l'espionnage sur cellulaire, c'est comme un des trucs les plus populaires dans les 2 dernières années. Donc, tu as Orbot, qui est un client qui est se connecter à Tor, c'est un browser Tor. TechSecure pour les SMS, ça c'est nous on utilise ça pas mal tout le temps. Redphone qui est fait aussi par la même gang que TechSecure, qui va encrypter vos appels téléphoniques. Pour l'avoir testé, il n'y a aucun live, c'est vraiment bien. Ouais. TechSecure, ça fait quoi ça? Ça encrypte tes SMS d'un bout à l'autre avec un échange de clés. C'est fait par Moxie, le gars qui a trouvé la plupart des bugs en SSL dans les dernières années. C'est Whisper System, je pense, c'est le nom de son entreprise. C'est un gros conférencier aux États-Unis puis un des meilleurs chercheurs au niveau de la sécurité SSL. Il a développé ces deux-là. Présentement, il est en train de prendre l'algorithme de sécurité d'encryption de TechSecure et l'inclut dans WhatsApp. Si vous utilisez WhatsApp, ça va être éventuellement chiffré. Dans le fond, l'autre personne aussi, pour que les TechSecure. Oui, sinon il ne se passe rien. En fait, tu peux l'essayer, mais tu vas voir que le message, la personne va recevoir un message tout croche, puis toi, tu vas avoir une réponse que ça n'a pas marché. OTR, c'est la même chose. Orbot, c'est le connecteur pour Tor. Orwell, c'est le browser pour utiliser Orbot. Tu as GPG qui existe aussi en mobile. Il n'est peut-être pas super intuitif parce qu'il faut que tu copies et colles tout le temps. Puis tu as ChatSecure qui permet de faire du XMPP, Hangout et autres au lieu du SMS. Fait que si tu es connecté à ton Hangout de Google, tu vas être encrypté. Au lieu d'utiliser Pidgin sur un ordinateur, tu vas utiliser ChatSecure sur ton mobile. Finalement, les protections d'outils en ligne pour éviter d'envoyer toutes vos infos à Google, ça c'est le meilleur engin de recherche présentement. DuckDuckGo, vous pouvez aller dessus voir quoi ça a l'air. Ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est très open source et communauté, donc vous pouvez même développer des plugins, vous pouvez faire whatever ce qui vous tente dessus. Puis je pense même qu'il va utiliser d'autres engins par en arrière. Donc ces recherches sont extrêmement bonnes. Puis si vous ne voulez pas utiliser Tor, mais vous voulez faire des recherches sur Tor, il y a ce site web-là qui permet, c'est comme un search engine d'une dizaine, 5000 sites, je pense, pour trouver des sites web sur Tor. Un autre problème qu'on a en ligne, surtout avec les réseaux sociaux, parce qu'on s'entend que tout se passe là-dessus, c'est les fake apps ou les fausses publicités ou les fausses pages qui vont faire des faux concours ou des... je sais pas, on a 50 iPads neufs, mais il y a une boîte qui est ouverte, il faut toutes les donner gratuitement, qui est ici. Moi, je vois ça passer au moins 2-3 fois par mois sur mon Facebook, c'est pathétique. Puis, quand vous cliquez sur ça, ben, en fait, ça va voler vos infos de Facebook parce que le clic va faire accepter beaucoup de choses. Le clickjacking, l'exemple est niaiseuse, mais la plupart du monde va aller cliquer dessus, puis ça marche parce qu'ils le font. S'ils le font, ben, c'est parce que ça marche. Ça va loader une page avec une vidéo, mais pour faire jouer la vidéo, vous pouvez cliquer comme sur un play qui est par-dessus la vidéo. Puis quand vous cliquez sur le play, ça fait un like dans leur Facebook. Ça fait comme de l'autopromotion comme ça. Oui, c'est du phishing. Éventuellement, ça peut mener jusqu'à des malwares, ça peut faire vous accepter. Ils vont faire un like sur leur page ou leur utilisateur, vont voler vos infos. Ça va loin. Là. Avec des questions jusque-là?
Donc, c'est les habitudes de vie en ligne. Ça va un peu résumer. Mais au minimum, pour quelqu'un de pas trop paranoïaque, normal, voulait avoir de la privacy en ligne, l'utilisation de Tor. Mais pour bien l'utiliser, pour ne pas se faire avoir avec les pièges que j'expliquais tantôt, il y a moyen de l'utiliser avec soit des routeurs, il y en vendent certains, vous pouvez vous en faire un, ou il y a, c'est ici, le URL qui est là, qui est un Transparent Proxy, qui vous explique comment construire un proxy transparent pour pas que vous ayez de leak de données en dehors du proxy. Vous êtes sur votre poste, dans votre réseau chez vous, vous passez par le proxy, puis le proxy, lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est aller sur Tor. Tout le reste est ignoré, puis il va dropper les paquets. Donc, il y a les règles avec les tables et autres qui sont inclus dans ça, c'est assez intéressant. Il y a CubeOS que vous connaissez peut-être, qui a été montré une couple de fois au Hackfest. CubeOS, c'est un système qui est basé sur... c'est quoi là? J'ai un blanc. C'est pas ESX, c'est l'autre que j'ai un blanc de mémoire. Comment? Non, Zen. Zen, ouais. Et Zen, la manière qui marche, c'est qu'il peut avoir plusieurs containers différents. Eux, ils ont construit un OS basé sur Zen, la machine virtuelle. Puis dedans, tu peux créer, dans le fond, comme quand tu connectes l'OS en tant que tel, là, ton desktop, qui est le niveau 0, que tu n'as pas accès, que tu ne peux pas rien faire, puis tu as des VM additionnels. Tu as des VM qui sont considérés sécuritaires, moyennement sécuritaires, puis non sécuritaires. Tu as des VM network, de networking. Fait que tu peux avoir une Tor VM, comme dans l'exemple qui est là. La Tor VM, c'est une VM vraiment de Xen, pareil comme dans VirtualBox ou autre, qui va être montée dans ton OS. Puis tout ton trafic réseau, tu vas dire que ta VM qui est considérée sécuritaire ou non, son trafic réseau à elle va passer par la Tor VM, pas par la VM de trafic Internet normal. Fait que c'est impossible de leaker des données en dehors encore là. C'est un peu plus compliqué, c'est très extrême en termes de système d'exploitation, mais si ça vous intéresse, c'est vraiment cool. Je pense qu'on a une slide après. Un peu plus loin, j'ai une slide. Sur mobile, comme je disais, Lowerbot, ça ressemble à ça ici si vous voulez l'installer. Ça fait un proxy transparent. Puis, dans le fond, QoS, ça ressemble à ça ici. Fait que si vous avez toutes vos VM qui sont là, les couleurs, ça, le rouge pour dire que c'est non sécuritaire. Mais si vous voulez browser sur des sites que vous ne trustez pas, vous ouvrez la VM, vous browsez, vous la fermez, toutes les données de la VM vont disparaître. Vous la rouvrez et ça recommence à zéro. La même chose ici, la jaune, c'est ceux-là que vous trustez, mais moyens. Les vertes, c'est mettons la banque. Vous voulez faire des transactions bancaires. Vous pouvez dire à la VM les règles réseau tout le temps, puis vous allez dire si vous voulez faire une transaction sur Desjardins, vous avez le droit d'accéder à desjardins.com seulement. Tout le reste va être banni. Là, vous voyez que ça, c'est vert. Fait que chacune des VM, maintenant que c'est un Windows ou un Linux ou autre, chacune des applications que vous allez ouvrir va avoir la couleur associée. C'est vraiment cool. Donc, en résumé, empêcher le plus de cookies possible ou utiliser Lynx, une version 1980 sur web. Bloquer les scripts, Flash, Java ou plugin. Être en mode anonyme, non connecté, parce que si on parle de Chrome, quand vous ouvrez Chrome pour la première fois, il va vous demander de linker votre compte Gmail. Puis là, ben, il fait du tracking à 1000%. N'utilisez pas votre IP personnel, donc tous les réseaux VPN et autres. Il faut utiliser Google, Yahoo, utiliser DuckDuck ou un autre. Et ben, c'est sûr qu'il ne faut pas uploader de documents. Si vous voulez être anonyme sur le web et vous uploadez des documents personnels sur le web, ben, vous venez vous donner. Ensuite, ben, de ne pas donner d'informations personnelles. Donc, si vous essayez d'être anonyme et vous parlez à votre meilleur ami sur Facebook de manière anonyme, c'est pas très winner. Vous voulez utiliser des courriels qui sont considérés clean. Un courriel clean, il faut qu'il soit créé de manière clean, je vais vous le montrer après. Quand vous êtes à votre travail, ben, la job va monitorer votre réseau. Il faut considérer de ne pas utiliser les informations personnelles là non plus. Évitez tous les prix en ligne et autres. Généralement, c'est juste pour faire du spam ou du phishing. Supprimez les spams. Répondez-leur pas parce que vous allez prouver que vous existez. Puis utilisez le chiffrement le plus possible. Version un peu plus intense. La même chose que je viens de dire, plus, n'utilisez pas votre connexion Internet. Ça, c'est un peu illégal peut-être. Ou vous allez dans des cafés Internet.
Tout courriel créé doit être créé avec un ordinateur safe, donc neuf, avec pas de virus dessus, jamais utilisé, avec un réseau safe. Aucune idée, ça peut être fou. Éviter d'écrire avec des patterns. Là, tu tombes vraiment dans le paranoïaque que si tu es en train de faire quelque chose, ton écriture, ton style va toujours être pareil. Il faut que tu écrives toujours différemment. Aucune idée si c'est vraiment possible. Évitez de contacter des personnes que vous connaissez, comme je viens de dire. C'est logique. Puis achetez pas des choses en ligne, évidemment, parce que ça va vous relier à votre identité. Puis en version hors ligne, Paranoïaque plus, ben, payez pas avec les cartes de crédit, puis évitez où il y a des caméras. Rendu là, ben, vous êtes off the grid, puis c'est compliqué. Avez-vous des questions? Y en a-tu qui vont faire tout ça? Je demandais à mon boss de payer cash. Oui. Des idées, mettons, là, pour des outils ou des sites en ligne, pour avoir une idée à quel point il y a de l'info sur toi, quand tu rentres ton adresse email qui va te donner, voir comme un background check. Oui. Tu sais ça? Ben, c'est sûr que par défaut, si tu utilises Google, tu as le history de Google, tu vas voir tout ce que tu as fait depuis que tu es enregistré dans le history de Google. Toutes tes recherches, tous les outils de Google sont linkés et autres. Puis, mettons, je mets mon email. Si mon nom apparaît juste avec le courriel, mais éventuellement, il est supposé avoir plus que ça. Je ne sais pas le nom exact. Tu as des sites qui s'appellent genre 1, 2, 3 People ou des choses comme ça qui vont faire du tracking automatique sur le web. Ils vont faire du spidering. Ils vont merger toutes les infos, puis relier à ton email, il va te donner des résultats. Mais évidemment, si tu as un nom un peu comme j'ai générique, tu vas avoir 500 personnes identiques là-dessus. L'autre chose plus intéressante, on peut peut-être y aller direct, là, mais... What? Peut-être qu'il ne s'écrit pas de même. Bon, mais il est peut-être mort, c'est ça? En tout cas, ben, tu comprends le concept. C'est comment tuer 1, 2, 3 personnes. C'est un peu chiant. Ça va être l'outil de base que vous allez utiliser pour faire du tracking live sur Internet. Je ne sais pas si on l'a en vidéo, mais on a déjà donné des conférences sur ça pour une couple d'années. C'est sûr que l'outil a évolué et qu'à chaque fois, il y en a plus. Le concept, c'est que c'est un engin graphique, que tu as des objets dedans. Maintenant, tu mets le nom d'une personne, tu fais search, puis lui, il va aller chercher sur des tonnes de sites différents, des engins de recherche ou des réseaux sociaux et autres. Il va faire des liens, des flèches vers d'autres objets qui sont soit des sites web, des DNS, des noms de personnes, des courriels, etc. Maintenant que ça trouve un courriel, maintenant que je mets mon nom, puis ça trouve patrick@access.ca. Ben, tu cliques sur l'email, tu fais search, puis là, il va trouver des sites web reliés, fait qu'il va trouver access.ca et autres. Tu peux diguer comme ça pendant des heures et des heures ton graphique, mais tu peux supprimer les liens qui n'ont pas de sens. C'est vraiment top, ça. Ouais. C'est quoi les fonctions qu'il y a plus dans la version entreprise et la version gratuite? La version entreprise, c'est que ça coûte cher, ça te donne accès à des genres de banques de données ou des systèmes connectés à des réseaux sociaux. Dans le fond, tu vas aller payer Facebook pour chercher dans Facebook. C'est un peu là que le monde sont le produit. Mais si tu peux le faire par toi-même, développer ton propre API en Python, mettons, puis chercher dans Facebook, sauf qu'à un moment donné, ils vont flusher parce qu'ils vont voir que tu abuses. Sauf que eux, tu peux comme payer un broker qui va te permettre d'aller fetcher ça, autant dans Twitter, LinkedIn, Facebook et autres. Ils t'offrent aussi ils appellent ça des transforms. Le concept des transforms, c'est, mettons, quand tu mets une personne, tu fais search, il va te trouver des infos, mais en arrière, il y a du code. Ben, chaque élément de ce type-là, dans la version gratuite, il y en a moins que la version pro. Ils vont avoir du code de plus de développé. Ce qui est le fun, c'est que c'est quand même, il y a la partie transform, et comme open source, c'est un API super facile en XML. Tu le codes, tu peux faire tes propres recherches comme tu veux, puis ils vont apparaître dedans. De temps en temps, il demande des API. Qu'est-ce que c'est exactement? De quoi, je fais?
demande de la clé API, je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je check. La conséquence du Ouais, ça dépend. C'est où? Dans le logiciel qui dit ça? Faudrait que tu me le montres après. Là. Ça fait un petit peu que je l'ai utilisé. Je pense que de plus en plus, on peut mettre des photos en ligne comme quasiment à l'infini. Je pense que Google vient d'ouvrir un service de ça. Est-ce que ça peut être problématique pour la vie privée si on ne met pas des infos ou ça peut être relié à ton adresse IP éventuellement? Tu ta Cali, je sais pas. Google, ils viennent d'annoncer, je pense que là, il y a un service que tu peux mettre des photos en ligne comme à Ça, j'ai volonté. pas vu. Là. Ouais. Mais comme Flickr que tu peux mettre, je pense. Ouais, Flickr, dans le fond, Internet. Google, c'est Picasa ou des Ouais. choses comme ça. Je peux montrer un truc si sa machine ne lag pas trop. Non, mon ordi va exploser. Je vais prendre la fin. Oh! Sinon, on peut aller voir mon historique de. C'est pas peur. Non, non. C'est vraiment précis en historique. C'est Genre, je location. peux voir dans l'école où j'étais. Tu sais, j'avais un cours à telle place. C'est ça. Genre, il m'a Fait vu que là, assez précisément. on peut voir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Sinon, la semaine passée, j'étais à Montréal. Ça, c'était le Nordsec. Fait que, tu sais, vous voyez que je suis parti que je suis pas trop où. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y a J'avais oublié, mais je pense qu'il y a des applications Star qui permettent justement par plusieurs infos d'aller chercher Localiser le monde. la position d'où ce qu'une personne est actuellement. Fait que ça, tu sais, je sais pas jusqu'où on peut reculer. Là. Dans Cali, si ça Cali part, tu as le tool qui s'appelle Creep ou Creepy. Tu mets juste le username Twitter de quelqu'un. Puis si on met des photos ou des posts avec la géolocalisation, tu vois toute sa vie. Tu sais, on peut voir que novembre 2013, il y a encore du data. Là. Fait que ça. Ça, c'est-tu en activant la fonction ou c'était désactivé? Puis... Je pense que je me suis acheté mon sel comme 2 semaines après. Ah, la fesse. Fait que sinon, il y a ma VM. Ouais, on change de sel à chaque fois. Ouais, mais tu te reconnectes avec ton même compte Google, fait que faudrait que je change à chaque fois. Non, on en trouve plein chez Gana. Hey man, ça va exploser. Ok, c'est ça l'option. Non, je vais aller chercher une image. Ouais, c'est vrai. Je te montrer une option pour les images. Ouais, je sais pas comment. Hey, c'est pas toi. C'est pas je sais pas qu'elle soit sur Ça se peut, ça. Damn! Ah non, yeah! 53. C'est un exemple poche, là, mais quand tu vois une photo à quelque part qui n'a pas été modifiée, fait que Facebook, ça ne marche pas parce qu'il réencode la photo puis il la compresse. Quand la compression perd de la qualité et ses métadata. Et ça shake plus. Donc, à partir de là, avec Exifto, puis ça marche aussi sur des PDF et autres, là, tu vas avoir tout le header, les métadatas et autres qui se retrouvent dans le fichier. S'ils ont pris une photo avec la géolocalisation, le GPS, les coordonnées vont apparaître. S'ils ont utilisé Photoshop, la version va apparaître. Si leur nom était dans le fichier, mettons dans le file properties, tout va apparaître là. Fait que ça, c'est il est activé sur les cellulaires. Fait que si vous prenez une photo, ouais, c'est ça. il y a les. C'est sûr que les réseaux sociaux sont le fun pour ça.
l'autre chose, je ne le montrerai pas parce qu'il faut une VM Windows, mais il y a le tool qui s'appelle FOCA de EvilPath, ElevenPath plutôt. Puis le site est super lent parce que c'est en Europe. FOCA, c'est un outil Windows que lui va utiliser. C'est pas Evil, c'est juste FOCA tout court. Il va utiliser dans le fond Google, le Google Hacking, les variables que tu peux mettre dans Google pour traquer tous les documents d'un site web en particulier, d'un autre domaine. Il va downloader tous les fichiers, genre PDF, Doc, DocX, XLX et autres. Il va extraire tous les métadatas de dedans. Ce qui est le fun de ça, si vous targetez une entreprise précise, vous pouvez l'essayer sur le site de Access, il n'y a pas de problème. Mais si sur le site de Access, c'est juste que les données sont plates parce que vous allez juste trouver des PDF de conférences, fait que ce n'est pas des données confidentielles. Mais quand vous regardez un site web plus réel, les données que vous allez trouver, c'est genre la secrétaire qui a écrit un press release. Ça va être son nom, le nom de son ordinateur, la version de son Windows et autres. Des fois, tu vas avoir le path vers l'imprimante, le IP, les IP internes. Fait que sans rien faire, tu es capable d'avoir énormément d'infos sur l'intérieur de l'entreprise, dont certains usernames, parce que quand il est connecté sur son Word, bien, son username de Word, c'est son username souvent du domaine. Fait que quand tu fais du pen test, du hacking pour rentrer dans des sites web ou dans des réseaux internes de l'entreprise, tu n'as même pas besoin de faire du brute force ou rien, tu as des users juste en faisant ça. Puis après ça, tu peux même te propager facilement parce que tu as même les ranges IP internes. Juste avec ce tool-là, c'est très cool. C'est ça. Eux, ils ont fait plusieurs autres outils que je n'ai pas testés, mais vous voyez, c'est comme du man in the middle. Ils font des attaques de déni de service. Ça, c'est vraiment le FOCA Evil. Mais je n'ai pas testé ça parce que c'est plutôt illégal. Je ne sais pas si Creepy va partir. Ouais, Creepy. Ça, c'est Creepy que je parlais. Location Creeper. Tu mets juste le username. Connaissez-vous quelqu'un qui est très réseaux sociaux, Twitter? Non? Denis Coderre. Denis Coderre. Ouais. C'est pas son Twitter. On va le trouver. C'était clairement juste ça. Aucune idée si c'est l'utiliser ou non, mais là, tu fais geolocate, puis t'attends. Dans le fond, il va prendre tous les derniers N tweets. Ah, il n'aime pas ça. Il va prendre les derniers tweets, puis il va chercher la géolocalisation en arrière. On peut essayer d'autres. Twitter, Québec. Marche donc. Ce serait cool. Non! Non, il n'est même pas capable de se connecter à Twitter. Je pense qu'il est mort. Ah, parce que... Il marche avec Flickr aussi, évidemment. Peut-être. Il n'est peut-être pas updaté non plus. Anyway. C'est une démo, fait que ça marche pas. C'est ça. Mais c'est cool, là, ça va te mettre ici à la bonne place, pas ça calotte, pas là. Tu vois des points rouges comme dans Google Maps. Ça serait ça. Avez-vous d'autres questions? Ça va? Bien, merci tout le monde. Merci.